Alors bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire dans lequel nous allons traiter, de la sécurité dans le domaine des télécoms et de la VoIP en particulier. Des différents risques, des différents problèmes que cela peut poser et surtout de ce qu'on peut mettre en œuvre comme solution pour éviter, ce genre de problème. Je suis Nicolas Boug, je suis cofondateur et directeur technique de la société Axialis. Nous sommes opérateurs télécoms basés à Courbevoie en région parisienne. Je vous propose, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, un petit aperçu de notre histoire. Nous existons depuis bientôt une vingtaine d'années. Nous sommes parmi les pionniers en France du déploiement en entreprise de la VoIP avec du Trunk SIP au début des années 2000, puis du Centrex, c'est-à-dire une offre de téléphonie IP hébergée. Nous fournissons de nombreux services à destination des clients professionnels et eh bien, écoutez, nous avons listé un petit florilège de nos clients sur ce slide. Voilà. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Quel risque? Alors on va faire le tour de différents scénarios liés à la problématique de la VoIP en entreprise. Le risque numéro 1 et celui duquel je vais parler le plus, c'est la problématique de l'utilisation frauduleuse de l'infrastructure de l'entreprise en vue de passer des appels téléphoniques à l'insu de l'entreprise pour généralement appeler des numéros qui vont être très chers et par le mobile en fait du fraudeur étant qu'il obtient un revenu de l'opérateur qui l'appelle à la mesure de ces appels qu'il passe grâce à l'infrastructure de l'entreprise. La problématique existait avant la VoIP, mais elle a été largement accrue par justement le fait qu'aujourd'hui, de nombreux équipements sont connectés à Internet et donc sont plus facilement accessibles et donc plus facilement piratables ou utilisables à l'insu de l'entreprise en vue de commettre ce genre de forfait. Le principe est le suivant, le pirate, le fraudeur va chercher sur Internet par des moyens automatisés à scanner, à détecter tout type d'équipement qui serait connecté et qui serait éventuellement vulnérable à un problème de sécurité qui permettrait aux fraudeurs de déclencher des appels téléphoniques sur le standard téléphonique de l'entreprise. Ces abus, ces problèmes de sécurité vont être soit des failles de sécurité du logiciel du standard d'entreprise, du PABX, ou parfois tout simplement du mauvais paramétrage, c'est-à-dire des portes qui ont été laissées ouvertes, des mots de passe qui ont été laissés au mot de passe par défaut, par exemple. Et donc, ce genre de choses va se passer généralement la nuit, le week-end, au moment où, on va dire, la vigilance est au plus bas. Pourquoi? Parce que c'est souvent une question de temps. Comment ça marche? Le fraudeur va déclencher un maximum d'appels de ce que permet de faire généralement le PABX en fonction de la souscription de l'abonnement qui est souscrit auprès de l'opérateur, et donc va générer ces appels vers des destinations chères, généralement des pays plus ou moins exotiques, et donc va chercher à en faire un maximum en un minimum de temps. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut représenter, si vous avez une destination relativement onéreuse de l'ordre de 1 euro par minute par exemple, si vous avez l'équivalent d'un T2, c'est-à-dire 30 canaux simultanés, eh ben, le calcul il est vite fait, hein. Ça veut dire que ça peut coûter de l'ordre de 30 euros par minute, soit plus de 100 000 euros pour un week-end, si c'est utilisé en continu. Donc on voit tout de suite que les enjeux financiers peuvent être énormes. Voilà, donc ça, c'est vraiment le type de fraude numéro 1 et qui concerne tout le monde. Pourquoi? Parce que le fraudeur se moque en fait de qui il attaque. L'important, c'est qu'il puisse faire passer des appels.
Les autres mécanismes de fraude qu'on va voir maintenant sont beaucoup plus ciblés. Ils sont beaucoup plus ciblés avec divers mobiles. Le premier risque qui vient à l'esprit souvent des gens, mais qui est quand même beaucoup moins fréquent que de la fraude financière, c'est la problématique d'espionnage. C'est-à-dire faire en sorte d'intercepter les communications qui circulent dans l'entreprise afin soit de pouvoir obtenir des informations privilégiées sur le fonctionnement de l'entreprise, sur ses clients, sur ses offres, etc. Ou bien éventuellement de pouvoir se servir de ce canal d'information ou d'appel pour pouvoir, et on va y venir ensuite, mener une fraude à l'usurpation d'identité. Le principe de ce genre de problème de sécurité, eh bien, ça va être de s'introduire soit dans le PABX du client, soit dans son réseau informatique, et on va voir d'ailleurs que les problématiques de lutte contre ce genre de choses sont aussi bien à voir du côté spécifiquement des télécoms que de l'informatique en général. Et concrètement, le fraudeur va, d'une façon ou d'une autre, positionner une bretelle d'appel ou un mécanisme d'enregistrement qui va lui permettre, à minima, d'écouter ou d'obtenir des enregistrements de conversations téléphoniques, ou voire même éventuellement de les intercepter et de parler lui-même dans le système. Les enjeux, évidemment, ils sont dans ce cas-là des enjeux de business, c'est-à-dire que la société va se trouver exposée dans son activité, dans l'exercice normal de son activité, à des risques, notamment donc d'espionnage. La problématique de l'usurpation d'identité. Alors cette problématique, vous en avez sûrement entendu parler. Elle dépasse d'ailleurs le cadre de la seule VoIP. Mais elle est importante à prendre en compte à ce niveau-là également, parce que souvent, la téléphonie et donc la VoIP, parce que c'est souvent plus souple et plus malléable et plus accessible, va être utilisée de façon instrumentale pour concrétiser et pour rendre plus crédible l'usurpation d'identité. Par exemple, un fraudeur va, via le système de téléphonie de l'entreprise, appeler, par exemple, le service comptable en se faisant passer pour un manager et demander qu'un virement soit effectué, par exemple, à son profit, évidemment, en précisant que c'est tout à fait confidentiel et qu'il ne faut surtout pas en parler autour de soi, par exemple. Alors ça demande évidemment des compétences dans ce qu'on appelle le social engineering, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir de la persuasion pour convaincre la victime de s'exécuter. Néanmoins, le fait de passer par le système de téléphonie de l'entreprise et donc par exemple d'apparaître comme si on appelait depuis l'intérieur de l'entreprise rend ce genre de manœuvre beaucoup plus crédible. Donc les enjeux là, ils peuvent être notamment financiers. Et puis, il peut y avoir également des problématiques d'image pour l'entreprise, dans l'hypothèse, par exemple, où un fraudeur chercherait à l'inverse à frauder, ou à escroquer des gens à l'extérieur de l'entreprise en se faisant passer pour quelqu'un de l'entreprise. Dans ce cas-là, il y aura évidemment un préjudice d'image important pour l'entreprise. Voilà. Quatrième et dernier risque important en matière de VoIP, alors lui, c'est un risque qui est tout à fait spécifique à la VoIP, c'est la problématique de déni de service. En quoi ça consiste? Le déni de service, ça va consister à bloquer ou saturer les accès, notamment IP, donc d'Internet de l'entreprise, en vue de perturber, tout simplement, de bloquer, de gêner le fonctionnement normal, en l'occurrence de la partie télécom. On va chercher à saturer soit l'IPBX lui-même, c'est-à-dire le standard, soit, et plus fréquemment, de façon plus aisée, la connectivité réseau, le lien réseau, qui a été mis en place entre l'entreprise et probablement son fournisseur télécom.
L'enjeu étant ici vraiment de perturber le fonctionnement de l'entreprise, parce que pour une question, par exemple, soit de vengeance personnelle, soit des problématiques liées à des demandes de rançon ou des choses comme ça, ou si l'entreprise n'a pas voulu, par exemple, payer une rançon à un cybercriminel, il peut se servir de ce genre de moyens pour exercer davantage de pression. Voilà. Alors, on a fait le tour des principaux risques auxquels sont exposées les entreprises. Je vous propose maintenant de passer à la partie qui va être un peu plus intéressante peut-être, qui est de comment s'en protéger. Alors, on va d'abord parler des mesures d'ordre général. Comme je vous l'ai dit, la caractéristique essentielle de la VoIP, c'est qu'elle est sur IP et que donc elle est très proche, voire parfois confondue avec l'infrastructure IT conventionnelle de l'entreprise. À ce titre, ce sont donc les mêmes genres de méthodes et d'outils et de procédures qui vont devoir être déployés à minima pour sécuriser la VoIP. D'ailleurs, il faudra que ce genre de procédures et de mesures soient prises évidemment, si ce n'est pas par la même équipe, du moins par une équipe qui est en collaboration étroite avec l'équipe IT. Voilà. Donc, d'abord, la problématique habituelle en matière de sécurisation IT, qui est l'application rigoureuse des mises à jour de sécurité. Ça paraît être une évidence, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On entend parler des principaux problèmes parfois à la radio ou à la télé, mais généralement, quand on en entend parler à la radio ou à la télé, c'est que ce sont vraiment des sujets qui sont devenus très, très importants. Et si on n'entend parler que de cela, c'est sûrement qu'on a raté les moins importants qui méritent quand même d'être pris en compte. Voilà, donc j'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Mise en place et audit des logs réguliers pour être en mesure de détecter de façon, si possible, rapide. Donc c'est pour ça qu'on peut mettre en place des outils automatisés de contrôle de logs. Vérifier que l'utilisation de la plateforme est normale. Vérifier qu'il n'y a pas des tentatives d'accès de type brute force, c'est-à-dire des attaquants extérieurs qui tentent d'essayer de se connecter sur votre machine avec des milliers de tentatives pour trouver un mot de passe au hasard. Voilà, ça c'est des choses qu'il est important de pouvoir détecter et de pouvoir, si possible, bloquer de façon automatisée. Ensuite, mesure du trafic et détection d'anomalies. Alors là, ça va être quelque chose de tout à fait spécifique à la problématique télécom. La plupart des plateformes de services de type IPBX permettent de positionner des limites, permettent d'avoir des stats, permettent éventuellement, pour les plus évoluées d'entre elles, de détecter les éventuels changements ou anomalies dans le trafic. Ce sont évidemment des indices très forts en vue de permettre justement de détecter, par exemple, un flot d'appels vers une destination inhabituelle, par exemple, qui sont des mesures tout à fait pertinentes. Enfin, et c'est également très important, la coopération avec l'opérateur. Évidemment, on parle de télécom, donc on a forcément une partie de l'infrastructure qui est sur le site du client et une partie qui est chez l'opérateur. Il est très important de mettre en place, dès le départ, avec l'opérateur, les points dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire notamment des problématiques de contrôle de trafic. S'assurer, par exemple, que le contrat de service que l'on a avec son opérateur prévoit des plafonds de consommation qui empêchent, en tout état de cause, de se retrouver exposé à des risques financiers qui dépasseraient un certain niveau. La plupart des opérateurs sérieux, d'ailleurs, implémentent ce type de mesures automatiquement. Enfin, il est toujours utile de s'en enquérir auprès de son opérateur. Enfin, évidemment, il faut avoir une politique homogène de sécurisation parce que la sécurité de votre infrastructure n'est jamais que celle du maillon le plus faible de l'infrastructure. Alors, plus spécifiquement, si on regarde
les problématiques de sécurisation au cas par cas en fonction des différents scénarios que j'ai évoqués tout à l'heure. Si on regarde d'abord le problématique de l'utilisation frauduleuse. L'utilisation frauduleuse, d'abord, la façon numéro 1 de se prémunir contre ce type de problème, en tout cas de limiter considérablement son exposition, c'est de bloquer au niveau réseau la connectivité depuis l'Internet en général. Dans l'hypothèse, et c'est généralement le cas, où votre fournisseur de téléphonie SIP, donc VoIP, vous connecte à son infrastructure, enfin il vous connecte dans le cas général, pardon, via un lien qui est dédié. C'est-à-dire que ce n'est pas votre accès Internet normal qui sert pour la VoIP, alors certes pour des raisons de sécurité, mais également pour des raisons de performance et de qualité de service. Dans ce cas-là, il n'est donc pas utile et pas souhaitable que votre PABX soit accessible aussi bien sur la partie SIP que sur la partie supervision et contrôle depuis l'Internet. Il peut arriver néanmoins que vous ayez par exemple des problématiques d'utilisateurs nomades qui eux ont besoin de ce type de service, et dans ce cas-là, il convient d'être particulièrement attentif donc à ce point-là, peut-être de mettre en place du VPN à destination de ces utilisateurs-là pour limiter l'exposition, ou si on est obligé de laisser ouvert, et bien vraiment de contrôler très précisément les tentatives de connexion, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Je reviens sur le point précédent, mise à jour des patchs, mise à jour de logiciels avec les patchs de sécurité des constructeurs. C'est très important. Les constructeurs font généralement l'effort de fournir des solutions à jour. Il est très important de se maintenir à jour et ne pas rester 6 mois sans mise à jour parce que ça peut vraiment coûter très très cher. Mesure d'ordre général, supprimer des comptes inactifs, ça évite évidemment le genre de problème qu'on ne détecterait pas parce que l'utilisateur n'est plus là et qu'on ne se rend pas compte que ça consomme pour rien. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, limiter absolument au niveau de l'opérateur les volumes globaux et si possible même, la plupart des opérateurs le font également, détecter les anomalies de trafic, les appels vers les destinations inhabituelles, etc., etc. L'espionnage, eh bien là encore, on reste dans une problématique IT traditionnelle de sécurisation, d'autant plus d'ailleurs qu'en ce qui concerne l'espionnage, ce n'est pas forcément l'IPBX lui-même qui est attaqué, mais ça peut être un autre maillon de la chaîne, comme par exemple les switches ou les routeurs. Auditer régulièrement les systèmes et éventuellement mettre en place de l'encryption au niveau des communications téléphoniques. Alors le support d'encryption n'est pas forcément général chez tous les opérateurs ou sur tous les IPBX ou sur tous les téléphones. Néanmoins, c'est une mesure intéressante à considérer. D'ailleurs, c'est une mesure intéressante à considérer, ne serait-ce qu'en interne, parce que souvent, ce type de fraude ou d'atteinte à la sécurité va être commise en interne. Donc si au moins les communications internes sont sécurisées, c'est déjà généralement un progrès important. Voilà. Il est également important de bien veiller, je ne l'ai pas mis là, mais au bon respect des règles d'authentification, les mots de passe, politique de changement de mot de passe régulière, y compris d'ailleurs pour les téléphones eux-mêmes. Ça peut être géré de façon automatisée avec votre opérateur ou votre fournisseur d'IPBX. Pour la problématique d'usurpation d'identité, eh bien, au-delà des best practices IT pour éviter notamment par exemple le phishing ou les choses comme ça, mais là on sort clairement du domaine de la VoIP, il va falloir tout simplement apprendre aux gens à se méfier, même si vous recevez un appel qui a l'air authentique de quelqu'un qui vous fait une demande inhabituelle, n'hésitez pas à vérifier cette demande par l'intermédiaire d'un autre média, par exemple envoyer un email si on vous a fait un appel téléphonique, ou même mieux, déplacez-vous et allez voir la personne si c'est vraiment quelque chose qui mérite qu'on y soit très attentif. Enfin, pour les problématiques de déni de service, là, a priori, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose chez vous, parce que le problème, c'est que quand l'attaque est chez vous, généralement, c'est trop tard, puisque votre lien est saturé et votre service est impacté. Il va falloir, pour ce type de problématique, si vous y êtes exposé ou si vous pensez y être dans le futur, vous organiser avec votre opérateur pour qu'il puisse, lui, mitiger ce type d'attaque
en amont. Voilà. Alors, en pratique, on s'organise comment pour tout ça? Il y a quelque chose d'important d'abord, c'est s'assurer de la loyauté des collaborateurs. Parce qu'il faut bien voir que de nombreuses fraudes, telles que celles que j'ai exposées plus haut, sont souvent commises avec la complicité d'un collaborateur qui aurait pour X ou Y raison envie de porter préjudice à la société ou tout simplement de tirer un bénéfice personnel de telle ou telle information ou processus. Donc, d'un côté, essayer de s'assurer de la loyauté des collaborateurs, d'un autre côté, auditer et contrôler au maximum et ne pas laisser les choses dans les mains d'une seule personne, évidemment, pour qu'il y ait un certain partage des responsabilités. Qui dit partage des responsabilités, néanmoins, ne doit pas dire éparpillement de la responsabilité, et il est très important d'avoir une équipe IT compétente et qui soit organisée pour appliquer ce dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire les best practices en matière par exemple, de patch de sécurité, en matière d'audit, en matière d'analyse de log, etc. Il faut bien voir que tout ça demande des ressources, demande des efforts, et les demande dans la durée. Parce que si vous relâchez la garde, vous êtes à nouveau à la merci d'un problème potentiellement cher, problématique. Donc, il est important de faire un choix pertinent entre qu'est-ce que vous voulez gérer en interne avec vos équipes et vos ressources, qu'est-ce que vous préférez outsourcer. Et dans l'outsourcing en matière de télécom, il y a en gros deux façons de faire. Soit vous allez faire appel à ce qu'on appelle un installateur privé, qui va donc manager pour vous votre infrastructure et se charger de toutes ces problématiques-là. Il est très important dans ce cadre-là de vous assurer que votre installateur privé est particulièrement attentif à ces problématiques de sécurité, qu'il est éventuellement certifié par rapport à cela, qu'il a des best practices qu'il peut partager avec vous, enfin que c'est un sujet qu'il manifestement maîtrise. Et on s'en rend compte en général assez vite, hein, si l'installateur privé vous explique très précisément ses méthodes de gestion, de mise à jour, de politique de suivi, d'audit, etc. Ou si au contraire il est un peu évasif sur la question, on se rend tout de suite compte du niveau de compétence. Demandez-lui éventuellement de s'engager d'engager sa responsabilité sur les problématiques éventuelles de fuite de sécurité, de failles de sécurité, et d'engager surtout sa responsabilité financière. Voilà. En ce qui concerne l'autre façon de faire, c'est celle qui va consister à sous-traiter en fait l'exploitation de la téléphonie à un opérateur qui va héberger en fait chez lui tout le système IPBX ou équivalent, hein, qu'on appelle Centrex lorsqu'il n'y a pas vraiment d'IPBX dédié à un client. Vous n'allez avoir chez vous que les téléphones. Il faut bien voir que les téléphones en eux-mêmes sont beaucoup moins vulnérables à tout ce dont j'ai exposé parce qu'en fait, il y a des contrôles au niveau de l'infrastructure, de l'IPBX hébergé ou du Centrex, des contrôles qui vont faire que même si un téléphone était compromis, globalement, le risque pour le client est faible, voire nul. Et dans ce cas-là, vous déléguez la problématique de sécurité à votre opérateur télécom qui va, lui, être évidemment performant, c'est son métier, tous les jours, il y a des gens qui ne font que ça tout le temps, de superviser, de sécuriser, de contrôler le trafic qui passe par son infrastructure, et du fait que vous allez éventuellement utiliser par exemple une offre de Centrex, il va même pouvoir analyser poste par poste en temps réel pour vous le trafic et détecter très vite, par exemple, qu'il y a tel abonné qui se met à passer des appels de façon frénétique vers je ne sais quelle île exotique. Voilà. Donc, il faut bien voir que lorsque vous allez évaluer la problématique de garder en interne ou outsourcer d'une façon ou d'une autre, cette problématique de la sécurisation doit être vraiment, j'allais dire, en numéro un de vos préoccupations. Hein. C'est-à-dire
la chose qui ne se voit pas forcément, mais qui pourrait vous coûter extrêmement cher si les choses ne sont pas faites comme il faut. Voilà. C'est essentiellement ça que je voulais vous dire sur le sujet. J'en ai fini avec mon exposé. Je vous propose, si vous le souhaitez, qu'on reste ensemble quelques instants pour répondre à vos questions. Vous pouvez me poser des questions par l'intermédiaire du bandeau de chat qui se trouve probablement en bas à gauche de votre écran. Et donc, je vais y répondre dans les minutes qui viennent. J'en profite pour vous dire tout de suite également que vous pouvez retrouver cet exposé sur la page du webinaire sur Webikio. Voilà. Donc, alors, j'ai déjà une question de l'eau qui me demande si on doit repenser son réseau, catégorie 5, catégorie 6, Windows 7, Windows 10. Alors, j'imagine que vous parlez de... Enfin, vous imaginez que vous vous projetez en tout cas dans une problématique de softphone. Vous allez, j'imagine, vouloir passer vos communications téléphoniques depuis vos ordinateurs. Alors, la catégorie du câble n'a vraiment aucune importance. Avec du câble catégorie 5, vous faites passer pardon, de l'Ethernet gigabit, qui est déjà largement suffisant pour 99% des applications bureautiques. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucune problématique et la voix ne rajoute pas de problématique de bande passante à ce niveau-là, du moins dans le réseau local, excusez-moi. La question du système d'exploitation Windows 7, Windows 10, en soi, c'est pas forcément un problème. Par contre, la question du système d'exploitation a rapport au fait que vous devez être de toute façon à jour dans votre système d'exploitation des mises à jour de sécurité, parce que, par exemple, les problématiques de phishing ou d'interception peuvent utiliser des failles de votre système. Donc il faut évidemment se maintenir à jour, et en l'occurrence, sur les systèmes, les postes de bureautique, je vous encourage vivement à utiliser des antivirus et autres logiciels de ce type. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, j'ai d'autres questions. Excusez-moi, j'en prends connaissance au fur et à mesure. J'ai Cécile qui me dit que son installation n'est pas IP et qui me dit avoir entendu parler de la fin du RTC. Doit-elle s'en préoccuper maintenant? Alors, la fin du RTC, c'est quoi? C'est Orange qui va progressivement éteindre le réseau téléphonique commuté traditionnel, c'est-à-dire notamment les lignes analogiques et les lignes RNIS T0. Ça arrive dans les années qui viennent, ça commence en 2019, donc c'est suivant les zones géographiques, donc c'est effectivement pour bientôt. C'est probablement, enfin toutes les entreprises vont de ce fait, du coup, celles qui ne sont pas encore passées en téléphonie sur IP. Donc effectivement, oui, vous devez vous préoccuper de ce sujet dès maintenant. Il n'y a pas d'urgence, mais c'est effectivement dans les mois et on va dire l'année qui vient, le moment de vous poser la question de l'évolution de votre système de téléphonie et peut-être de réfléchir à la question de savoir si vous allez rester sur quelque chose avec un PABX par exemple dans votre entreprise, ou si au contraire vous allez évoluer sur une solution plus souple telle que de l'IPBX hébergé ou du Centrex. Je vous encourage vivement, si vous n'êtes pas experte en sécurité informatique, à vous tourner vers une offre hébergée. Voilà. Alors, j'ai Bruno qui me demande auriez-vous une idée de l'ordre de grandeur des cas de ces attaques en France? Alors, je n'ai pas de chiffres pour la France. Je sais que ça représente entre 5 et 7 milliards de dollars dans le monde. Ce sont des chiffres de 2014. Le problème, c'est qu'en fait, ce sont des choses qui sont très, très épisodiques. C'est-à-dire qu'une fraude dans une entreprise, ça va forcément être au minimum des milliers d'euros. Parce que si vous avez un problème de sécurité de cette nature-là, il est vraiment très facile pour le fraudeur de déclencher des dizaines, des centaines d'appels
Et généralement, votre opérateur, de toute façon, même s'il est relativement efficace, va quand même probablement laisser est susceptible en tout cas de laisser passer quelques milliers d'euros sans qu'on puisse légitimement le lui reprocher. Donc de toute façon, les enjeux ils peuvent être assez importants, et je vous ai parlé tout à l'heure de chiffres beaucoup plus élevés. Ça peut potentiellement être le cas, hein. Si vous avez une infrastructure qui est relativement importante et des factures habituellement relativement élevées chez votre opérateur, il est possible que vous ayez des seuils ou des limites qui soient beaucoup plus élevés. Donc l'effort de sécurisation, pour moi, malheureusement, il n'y a pas besoin d'en justifier plus que ça, hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est une problématique qui nécessite votre attention, que je qualifierais d'immédiate. Nous, en tant qu'opérateurs, on voit tous les jours, en permanence, tout le temps, chez nous et chez nos clients, des tentatives de fraude, des tentatives de connexion. Donc on a des systèmes automatisés pour bloquer ce genre de choses de diverses façons, mais c'est vraiment quelque chose de continu, de permanent. Voilà. J'espère que ça répond à votre question, Bruno. Alors, j'ai Marc qui me demande, en IPBX hébergé, quelle techno pour les nomades et les télétravailleurs, VPN embarqué sur les postes ou softphone? Alors, là, de fait que vous soyez sur de l'IPBX hébergé, le mieux, c'est quand même de demander à votre hébergeur ce qu'il en pense, puisque c'est quand même un peu lui qui va être responsable de la sécurisation de cette infrastructure. Les deux hypothèses que vous formulez sont effectivement pertinentes. Le choix après va vraiment dépendre des fonctionnalités offertes par votre hébergeur, de ce que permet de faire vos softphones ou vos ordinateurs ou vos téléphones IP. Et voilà. Et donc de ce genre de contraintes va découler en fait le choix qui va s'appliquer à vous. Il faut savoir que il faut bien mesurer que de toute façon, ce n'est pas la seule mesure de sécurité que vous allez prendre. Le VPN, il va effectivement vous permettre de sécuriser, par exemple, le fait que vos communications ne soient pas interceptées, mais il ne vous prémunit pas forcément contre de l'usage abusif. Donc il est de toute façon très important de bien maîtriser tous les aspects et de ne négliger aucune des facettes de la sécurisation de votre infrastructure. Voilà. J'ai Romain qui me dit qu'il a un PABX qui n'est pas IP et qui me demande si les problématiques sont les mêmes. Je suppose que c'est ça la question. La question, oui, alors les problématiques sont effectivement pour partie les mêmes. Il faut savoir que le fait qu'on soit en IP en fait augmente l'exposition, puisque ça facilite en fait le travail des fraudeurs. Tous ces systèmes de connexion Internet, d'accès à DSL sont potentiellement interconnectés chez vous, chez votre fournisseur. Donc il y a éventuellement plus de facilité à rentrer dans le système. Après, évidemment, ça va être une question de motivation du fraudeur, hein, parce qu'il faut savoir que ces problématiques de fraude télécom ne datent pas de la VoIP, elles existaient bien avant, mais simplement, elles nécessitaient plus d'efforts, plus d'investissements de la part du fraudeur pour les mobiliser. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai envie de dire que vous êtes effectivement un peu moins exposé parce que tout simplement, le fraudeur aura tendance à aller casser des portes plus faciles à enfoncer avant la vôtre, mais c'est quand même important d'être sensible à ces questions-là. J'ajoute que, comme je l'ai indiqué pour la question précédente, votre infrastructure non IP, elle est probablement en fin de vie aujourd'hui. Donc je vous conseille à faire le point et à voir dans quelle mesure il ne serait pas pertinent justement de la faire évoluer vers quelque chose de plus moderne. Voilà. Par quel moyen garantissez-vous qu'un poste interne respecte les bonnes pratiques? Alors, l'important, je ne sais pas, je suis pas sûr, Bruno, de voir, de comprendre sur quel plan vous voulez que je vous réponde. Si c'est la problématique de la sécurisation,
bah, ça va être très simple, hein. Vous allez avoir votre système qui va être configuré pour n'autoriser que les connexions considérées comme sûres et comme sécurisées. Si c'est la problématique de vérifier, par exemple, les consommations et ce genre de choses, je vous engage sur votre système actuel ou votre futur système de téléphonie à vérifier que vous avez bien des outils suffisamment évolués vous permettant de mesurer, d'analyser, voire d'être alerté sur le trafic anormal qui pourrait être généré par chacun des postes. Et pas simplement d'avoir les données de votre opérateur si vous êtes connecté avec un trunk SIP qui vous dirait attention, vous avez atteint 5 000 € de consommation, il y a peut-être un truc anormal. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, il faut de toute façon maîtriser les deux sujets. D'un côté, les volumes, de l'autre côté, la problématique de l'accès. Alors, vous me précisez l'utilisation de SBC et les moyens de les déployer. Alors, oui, donc j'imagine que votre question, c'est de savoir si votre SBC est correctement configuré, s'il est correctement sécurisé. Dans ce cas, moi, je n'ai pas d'autres suggestions à vous faire, malheureusement, que de faire appel à un spécialiste de l'audit de ce genre de système pour qu'il vous confirme effectivement par des tests, par des vérifications que tout semble OK chez vous. Néanmoins, la solution la plus sûre pour ce genre de problématique, ça va quand même être de confier cette responsabilité à un tiers qui lui-même va vous le garantir et vous le certifier de façon permanente et contractuelle en fait. Voilà. J'ai Alexandra qui me demande à propos des consommations, j'ai des montants sur mes factures que je ne comprends pas. Comment faire pour s'y retrouver? Ah ben voilà. Donc ça effectivement, ça, par rapport au point que j'évoquais juste avant, il est important, quel que soit votre système de téléphonie, d'avoir une vision claire et permanente de ce qui se passe dans votre système et dans votre entreprise. C'est-à-dire, en permanence, être en mesure de savoir qui appelle quoi, de poser éventuellement des limites à cette consommation, à ces usages, et donc, effectivement, par là même, de prévenir les éventuels problèmes qui se poseront. Vous détecterez d'ailleurs de cette façon-là d'autres soucis éventuels, par exemple un usage abusif interne qui, sans être un problème colossal, serait simplement un abus de tel ou tel collaborateur indélicat qui utiliserait la téléphonie d'entreprise à votre insu. Voilà. Ce genre d'outil aujourd'hui est standard hein, dans la plupart des... Il y a quelques années, c'était optionnel, ça coûtait cher. Aujourd'hui, la quasi-totalité des IPBX et des services de téléphonie hébergés fournissent, que ce soit pour les appels entrants et les appels sortants, des statistiques, poste par poste, etc. Donc c'est vraiment plus quelque chose dont il faut se priver aujourd'hui. Voilà. Eh bien, écoutez, je n'ai plus de questions, il me semble. J'espère que j'ai répondu justement aux interrogations que vous vous posiez sur le sujet. Je reste à votre disposition pour répondre éventuellement à vos questions. Je vais vous mettre mon adresse email sur le chat si jamais vous souhaitez me contacter directement. Nos équipes chez Actialis sont également à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans les évolutions de votre téléphonie. Je vous remercie à tous pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée.